Salut à tous, on se retrouve pour le premier épisode d'En route vers la troisième étoile. Le mois dernier, je vous présentais l'introduction de cette nouvelle série sur la chaîne. Pour rappel, à chaque rassemblement de l'équipe de France, on va débriefer ce que l'on a vu lors des matchs jusqu'à la date butoir du 11 juin 2026. 11 juin, c'est quoi? Le début de la prochaine Coupe du Monde qui se déroulera aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Et aujourd'hui, je ne suis pas seul. On fait tourner les intervenants. Guillange et Gaëtan ne sont pas là. Et je vais vous le présenter. On va commencer avec Tiziano. Tiziano, comment vas-tu? Bah, ça va super Vincent, vraiment, super heureux de faire cette émission avec toi. Un beau projet et bah, on va faire une belle émission. Eh ben super, et en tout cas bienvenue sur Hattrick en tout cas. Donc j'espère que tu es prêt Tiziano parce qu'il y a pas mal de choses à dire sur ces deux matchs de l'équipe de France. Donc c'est le début de la dernière saison pour Didier Deschamps en tant que sélectionneur des Bleus. Et lors de ce rassemblement de la saison, les Bleus de Didier Deschamps ont affronté l'Ukraine en Pologne avec cette victoire 2-0 avec les buts de Michael Olise et du capitaine Kylian Mbappé. Et le match au Parc des Princes contre l'Islande 2-1 pour les Français. Mais avant de parler des matchs, on va parler peut-être de la liste du sélectionneur. Liste plutôt classique avec les trois gardiens, Maignan, Chevalier, Samba. En défense, avec la blessure de William Saliba, c'est Benjamin Pavard qui l'a remplacé. Et la confirmation que Malo Gusto devrait être la doublure de Jules Koundé. À gauche et au milieu de terrain en attaque, on a eu le droit à deux surprises avec l'absence d'Eduardo Camavinga qui est toujours blessé, il me semble. C'est Kefren Turam qui est venu. Malheureusement, on va le dire direct, il n'a pas vraiment joué lors de ce rassemblement, donc on n'a pas pu voir grand-chose. Et on a quand même assisté à la première convocation de Magnès Akliouche, le joueur de l'AS Monaco, et Ryan Cherki, qui n'était pas prévu, enfin qui était prévu mais qui n'a pas pu tenir sa place dû à une blessure à la cuisse avec Manchester City. C'est l'attaquant de Liverpool, Hugo Ekitike, qui le remplace. Alors moi j'attendais beaucoup Hugo Ekitike par rapport à son gros transfert, ses premiers matchs avec Liverpool. Toi de ton côté, Tiziano, est-ce que tu trouves qu'il y a peut-être un oublié dans la liste de Deschamps, un joueur que tu aurais voulu voir, ou juste tu as trouvé cette liste du sélectionneur plutôt cohérente? Dis-moi tout. Je suis assez d'accord avec toi. Pour moi, lors de la première liste, le grand absent, c'était Hugo Ekitike qui, bah, après son transfert à Liverpool, un gros montant, avec pas mal de pression pour un deuxième passage dans un grand club après son échec au PSG et vu son début de saison canon, 3 buts en 3 matchs, décisif, où il a vraiment assumé son nouveau statut, bah, je l'attendais dans la liste de Deschamps. C'est pour ça que j'ai été déçu quand il n'a pas été appelé, au dans la première liste. Mais je trouve qu'avec les blessures et bah, justement l'arrivée d'Ekitike qui a remplacé Cherki, il me semble, la liste finale, elle est, je trouve que les meilleurs joueurs, tous ceux qui méritent le plus actuellement, sont dans la liste et moi j'étais satisfait de cette liste de Deschamps. Ok. Bah, Hugo Ekitike, en plus, maintenant avec son statut et tout ça, s'il arrive un peu à s'imposer, c'est un peu un profil qu'on n'a pas dans cette équipe de France. Celui qui lui ressemblait plus, c'était peut-être un Olivier Giroud, grand, un peu technique. Exactement, oui. Donc ça va être intéressant. Magnus Akliouche, tu as quand même été surpris de le voir dans cette liste. J'avoue qu'on s'y attendait pas forcément. Euh, T'étais Ouais, surpris juste? un peu surpris parce que j'avais pas l'impression qu'il faisait partie des plans de Deschamps. J'aurais pu le voir si, cet été, il aurait été enfin, il serait parti de Monaco pour un gros club. Si, par exemple, on a beaucoup parlé du PSG, avec un transfert au PSG, là, j'aurais trouvé ça plutôt évident. Mais, vu son début de saison à Monaco qui est bon, sans être exceptionnel, ouais, un peu étonné de l'appeler sur ce timing-là. Mais, je pense que ça joue aussi dans son idée de composition avec ses 4 offensives et ce rôle de numéro 10 où il a installé Olysée. Je pense qu'Akliouche rentre bien à ce poste-là et c'est aussi pour ça qu'il a été appelé. Oui, aussi avec, il y a pas mal de joueurs qui sont revenus tard, donc ils n'ont pas forcément des grosses prépas. Ouais. Akliouche, il était prêt. C'est vrai qu'il aurait pu signer au Paris Saint-Germain ou même on parlait de l'Inter Milan, je crois aussi. Ouais, ouais, Donc il y a pas mal de voilà. rumeurs. Après, malheureusement, lui aussi, il n'a pas énormément joué. Je crois qu'il a joué quoi, 2 minutes sur le premier match. Ouais, sur le Voilà. premier Et sur match, le il est deuxième, il rentré rentre dans le pas. temps additionnel. C'est ça.
et en plus, ils rentrent pas dans le deuxième. Donc, on n'est que début septembre. Certains joueurs sont revenus tard de préparation, comme on l'a dit. Donc, ils n'étaient pas vraiment tous en forme physiquement, même ceux qui ont été appelés. Donc, avant de parler du match, petit rappel du groupe. Donc, la France est dans la zone Europe, évidemment, avec le groupe D. Donc, on a l'Ukraine, l'Islande et l'Azerbaïdjan. Donc, une poule plutôt abordable pour les Bleus, même si les matchs ne sont jamais faciles. Et on va le voir dans ce premier match contre l'Ukraine, qui avait lieu en Pologne à cause de la guerre en Ukraine. On connaît le contexte. Donc la composition ukrainienne rapidement, il y avait des têtes un peu connues avec Troubin, le gardien qui est le gardien du Benfica Lisbonne, le nouveau défenseur du Paris Saint-Germain, Ilya Zabarny, et Alexander Zinchenko, passé par City, Arsenal et aujourd'hui à Nottingham Forest. Après, sur les autres joueurs, j'avoue, je les connaissais pas vraiment. Je sais pas si toi, t'en avais peut-être, t'en avais un en plus, mais Bah, Dovbyk en attaque, qui joue à la Roma, c'est vrai, l'attaquant de pointe, c'est qui a vrai. pas fait une grande saison, qui est pas dans la meilleure forme et qui a pas fait un grand match, faut le dire. Et ok, il y avait Dovbyk, c'est vrai, j'ai oublié Dovbyk. Mais voilà, et donc du côté français, on avait donc Mike Maignan dans les buts, hein. Une défense Koundé à droite, Konaté ou Upamecano, donc comme on l'a dit, absence de Saliba. À gauche, quand même, Lucas Digne. Et au milieu de terrain, Adrien Rabiot, qui n'a pas joué depuis 2 semaines avec cette histoire à l'Olympique de Marseille qui s'entraînait à part du groupe, était sur le banc. On avait un milieu, donc Manu Koné, Aurélien Tchouameni et Michael Olise. Donc les trois, c'est des joueurs dont on va parler dans cette émission. Et en attaque, on avait Bradley Barcola à gauche, Désiré Doué à droite, et Ousmane Dembélé qui était un peu blessé déjà, et donc en pointe, Kylian Mbappé. Donc déjà, avant de rentrer dans les détails du match, au global, qu'est-ce que tu as pensé un peu de ce match de l'équipe de France et même de l'équipe d'Ukraine, si tu veux bien en parler? Bah, j'ai trouvé le match de l'équipe de France à 2 facettes. Une première mi-temps vraiment convaincante où, on a vraiment vu l'envie de jouer, de presser haut, d'attaquer et un vrai bon visage de l'équipe de France. Et une deuxième mi-temps un peu plus terne où ça peut être la fatigue physique. On est à peine au mois de septembre, tout le monde n'a pas fini, sa prépa et cetera. Mais une équipe de France un peu plus timorée, qui a moins attaqué. On a vu des joueurs qui enfin justement, on a des joueurs ont un peu disparu de l'équation. Au final, ça fait 2-0, c'est l'essentiel face à probablement l'adversaire le plus dur du groupe. Du coup, contrat rempli, avec, une première mi-temps encourageante, une deuxième un peu plus terne. Ouais, je suis plutôt d'accord sur ce que tu as dit. Même si en deuxième, il y a eu, en tout cas sur la fin, sur le deuxième but avec Mbappé, il y a eu quelques trucs intéressants qu'on a pu remarquer. Mais déjà, si on reprend cette première mi-temps, donc comme tu l'as dit, on a vu une équipe maîtriser son sujet, une équipe de France maîtriser le sujet. Donc, avec une Ukraine en bloc plutôt bas. Donc dès la 10e minute, on a le premier but des Bleus avec Olysée. Donc honnêtement, depuis son début de saison et même la saison dernière, il marche un peu sur l'eau. Il est au début et à la fin de l'action, donc c'est lui qui fait la grosse transversale, Ouais. qui est le ballon qui arrive vers Barcola. Barcola qui avance et qui fixe, et après qui remet une passe plat du pied au point de penalty pour Michael Olise qui vient conclure, qui la placera du poteau et ouverture du score. À part ça, il ne s'est pas passé grand-chose en vrai dans cette première mi-temps. Même si l'équipe de France maîtrisait, ils n'ont pas eu énormément d'actions. Il y a juste une frappe d'Olysée à la 18e sur un beau jeu collectif. On a un tir pas cadré de Mbappé à la 25e et des fois, quand même, une ou deux relances approximatives sur du jeu long avec Upamecano et Konaté. Et sinon, une équipe ukrainienne qui n'a pas montré grand-chose. Et donc en deuxième mi-temps, on va directement rentrer dans ce qui s'est passé pendant ces 2 semaines, un peu ce qui a fait parler les médias, cette sortie de Désiré Doué. Donc suite à une gêne à un mollet droit, donc je crois que c'est une absence de 3-4 semaines si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, quelque chose comme ça. Voilà, et l'entrée d'Ousmane Dembélé. Donc c'est une décision controversée déjà parce qu'on dit que en fait le Paris Saint-Germain a donc Ousmane Dembélé rentre, pardon, on rentre et se blesse à la 80e sur une blessure musculaire. Il y a un espèce de quiproquo entre le Paris Saint-Germain et le staff de l'équipe de France par rapport à cette entrée, cette blessure. Il y a même eu un communiqué du Paris Saint-Germain.
Bah, je vais te demander ton avis directement. Est-ce que pour toi, il fallait prendre le risque de faire rentrer Ousmane Dembélé? On savait qu'il avait une petite gêne. Et en plus, il est quand même. Ça fait 2 ans qu'il est plutôt épargné par les blessures, mais il a quand même un passif sur les blessures, hein. Donc, est-ce que toi, tu aurais pris cette décision de faire rentrer Ousmane Dembélé à ce moment-là? Non, pour moi, c'est une erreur de gestion de Deschamps parce que, bah, on sait, il devait même pas être là pour ce rassemblement. À la base, bon, les médecins du staff ont jugé qu'il était opérationnel, il est resté. Mais le faire entrer 45 minutes, dans un match comme ça où c'est pas encore fini, il y a 1-0, ça joue encore en face, alors qu'on sait qu'en plus Dembélé, c'est un joueur qui a besoin d'être à 100 de ses capacités pour faire la différence. Là, sa deuxième mi-temps, elle est mauvaise, pendant les 35 minutes où il joue, il fait aucune différence, on le voit pas sur le terrain et je trouve que c'est un risque pas utile, il aurait pu très bien lancer Kitike à Kliouche, décaler Olysée à droite, quelque chose comme ça, dans un match qui est quand même maîtrisé en première mi-temps et là, tu te crées des problèmes, des polémiques, pas pour rien, mais bon, je trouve que ça manquait un peu de courage, cette décision de Deschamps, voilà, de faire après la blessure de Doué, faire rentrer Dembélé parce que, c'est l'homme, sur qui tu as confiance, au lieu de lancer quelqu'un d'autre. Pour moi, c'est une erreur de gestion. Je sais pas ce que tu en penses? Bah, moi, je suis plutôt pas d'accord. Je pense que, en Ouais. fait, Ousmane Dembélé, s'il a été convoqué avec l'équipe de France et que le staff de l'équipe de France a dit qu'il était apte, à mon avis, donc, ce qui a été dit dans les médias, c'est quand même que tu concertes ton joueur pour voir s'il est prêt, tout ça. Ouais, bien sûr, c'est sûr qu'il a dit oui, Dembélé, hein, et je pense qu'il a sa part de responsabilité aussi, mais après, le coach doit connaître ses joueurs et son état physique. Non, mais à partir du moment où, en fait, il n'a pas été. Alors, il y avait plein de joueurs dans sa situation qui revenaient avec une prépa, une toute petite prépa. On l'a vu, Barcola, il a joué les 2 matchs, même d'autres joueurs. Mais moi, à partir du moment où il est sélectionné, c'est qu'il est apte à jouer. Sinon, tu l'appelles pas, hein. Saliba, gêne à la cheville, il n'a pas été appelé. Et derrière faire le communiqué comme ça, alors je peux comprendre que le Paris Saint-Germain veuille protéger ses intérêts, que ça les embête pour la suite de ce championnat. Mais moi, à partir du moment où il était là, t'as Désiré Doué qui se blesse. Honnêtement, je regarde mon banc, c'est le premier joueur sur lequel je vais rentrer. Et comme on l'a dit, sur la première mi-temps en plus, euh, la France est en maîtrise. Tu vois pas vraiment d'axe où l'Ukraine peut vraiment les déranger. Honnêtement, moi, le choix de faire rentrer Ousmane Dembélé, j'ai pas trouvé ça scandaleux, quoi. Il se blesse, Mais est-ce on sait. que Vas-y. ouais, mais est-ce que tu penses que c'était si le choix tu le comprends, est-ce que tu penses que c'était un bon choix de faire entrer Dembélé dans ces conditions, alors qu'il est pas à 100? Bon, après c'est facile de parler derrière quand on voit son match et bah, la blessure, mais Ah, pour est-ce moi, que toi pour ouais, moi c'est Ousmane Dembélé, genre, c'est peut-être un des meilleurs joueurs de l'équipe de France actuellement, dans la forme où il est. On sait qu'il soit pas à 100%, ouais, c'est peut-être je sais pas, honnêtement, mais pour moi, c'est la bonne décision de le faire rentrer. En plus, c'est à droite. OK. On sait que Didier Deschamps, de toute façon, il va pas faire jouer Dembélé en neuf. J'en ai plutôt parlé sur l'introduction, sur la première vidéo sur l'équipe de France. Pourquoi pas l'essayer? On sait que Deschamps, il joue pas comme Luis Enrique déjà, Ouais, et qu'il ouais. va pas mettre Dembélé en neuf. Donc pour moi, c'était plutôt le choix logique, et même comprendre que peut-être Akiliouche et Kitike les lancer comme ça, c'est peut-être il voulait attendre un peu plus longtemps. En tout cas, je peux comprendre qu'il ait fait rentrer. Je trouve pas ça scandaleux derrière que le Paris Saint-Germain fasse un communiqué, Ouais, après le communiqué, on est voilà, d'accord là-dessus, et c'est un peu que forcé. que le président de la FFE soit obligé de répondre. J'ai trouvé ça un peu obligé. Et je trouve que là, pour le coup, Didier Deschamps, il a plutôt bien répondu en conférence de presse. S'il doit consulter tous les clubs pour savoir quel joueur il doit amener, bah, il fait jouer les journalistes, et comme ça sera plus facile. Donc voilà. Mais, euh, mais voilà pour cette. Est-ce que tu voulais peut-être rajouter quelque chose sur la polémique Dembélé, ou on passe plutôt Non, au, non, au non, football? je comprends ton avis, on peut parler foot.
Ouais, voilà. Donc si on reprend le cours de cette deuxième mi-temps, donc on sent dans les 10 premières minutes les Bleus un peu endormis, mal rentrés dans cette deuxième. Juste après, il y a quand même Troubine qui fait un arrêt sur une action, peut-être la seule action de Ousmane Dembélé du coup. Je pense que l'équipe de France est réveillée et en fait non. 65e, on a cette action chaude. Donc pour ceux qui se rappellent, c'est un coup franc côté... Non, on a d'abord la tête qui est sauvée sur la ligne par Ibrahima Konaté. Donc déjà première action chaude. Et deuxième, on a le coup franc repoussé par Mike Maignan après sur le tir de je sais plus quel joueur ukrainien et Zabarny qui met la tête et ça finit sur le poteau. Mmh. Donc déjà, sur le coup franc, je trouve que la défense, elle est plutôt mal placée parce que quand on regarde l'action, on le voit directement qu'il est seul au deuxième poteau. Au deuxième poteau. Après, on est devant notre télé, peut-être qu'ils l'ont pas vu, je sais pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y a une erreur de marquage. Et derrière, quand c'est repoussé sur lui, lui, il a juste à tirer et ça peut faire but. Donc l'équipe de France, elle a plutôt beaucoup de chance. Donc à ce moment, en plus, il n'y a que 1-0. Donc ça peut directement te faire douter si tu arrives à 1-1. Et en plus, on voit que sur la suite, l'équipe de France n'est pas vraiment dedans. Mais ils vont quand même un peu se reprendre. Donc on a, à partir à peu près de la 75e, hein, tu me dis s'il y a des choses que tu as remarquées, mais je continue le fil du match. Ouais, ouais, vas-y, On a une vas-y. magnifique contre-attaque qui est conclue quand même par, qui est pas conclue par Barcola sur encore Ouais. un jeu long qui aurait dû finir, même s'il a fait plutôt un très bon match. Enfin, un bon match, il a été percutant et peut-être qu'il est un Ah peu oui, sur. c'est un gros raté ça quand même, Ouais, Barcola, je trouve. c'est quand même un beau raté. Et on a cette sortie du coup de Bradley Barcola pour Adrien Rabiot. Donc là, Didier Deschamps repasse à ce système à trois milieux qu'on n'aime pas voir ça. Déjà que offensivement, il y a beaucoup de mal en équipe de France. Quand il passe à 3, c'est plutôt compliqué. Du coup, là, on revoit une équipe de France un peu plus défensive et qui va jouer sur du jeu long. Donc sans vraiment 10, hein, Olysée qui repasse plutôt à droite, enfin qui bouge pas mal. Et donc nos actions principales, c'est de la contre-attaque. Et donc on l'a dit, 80e, Ousmane Dembélé sort et Kitike qui rentre. Bon, il n'a pas montré grand-chose, on est d'accord sur... Pas beaucoup de temps non plus. voilà, en pas beaucoup de temps. 82e, Chouameni qui vient quand même confirmer sa grosse prestation avec Manu Koné aussi, en offrant un long ballon pour Kylian Mbappé qui en un contre un, qui élimine Zabarni et qui met son but qui vient marquer son but du pied droit pour égaler Monsieur Thierry Henry avec 51 buts pour le classement des meilleurs buteurs de l'équipe de France. Donc, ce but va d'abord sauver la prestation de Kylian Mbappé parce il avait pas trop été très entreprenant, très en vue en tout cas offensivement, même s'il a bien pressé en première mi-temps. Euh, déjà, si on va sur Tchouaméni et Manu Koné, avant de parler de Kylian Mbappé, qu'est-ce que tu as pensé Ouais. toi du match du double pivot Tchouaméni-Koné? Bah, très convaincant, très convaincant. Bon, Manu Koné, on en reparlera, mais même Tchouaméni, qui est désormais un des hommes forts de Deschamps, vraiment un des premiers noms qui coche sur la feuille de match. Et on a eu beaucoup de critiques à l'égard de Tchouaméni, parfois un jeu trop neutre, où on ne voit pas sur le terrain, on ne voit pas ce qu'il apporte. Et là, j'ai trouvé que, bah, pendant le match contre l'Ukraine, également le suivant contre l'Islande, il a vraiment été bon, vraiment décisif. Il a défendu en avançant, et la complémentarité avec, Manu Koné, j'ai trouvé vraiment, une très bonne entente entre les 2. Qui, bah, dans l'entrejeu, c'était costaud. C'était costaud, ça récupérait beaucoup de ballons et ça lançait très vite vers les offensifs, soit Michael Olise qui allait décrocher ou, bah, les longs ballons de Tchouaméni, bah, sur le but de Mbappé. Dans le deuxième match, contre l'Islande, là aussi, sur le deuxième but, c'est lui qui fait ce long ballon pour Mbappé qui va servir Barcola. Je l'ai trouvé vraiment très en vue, Tchouaméni, qui a été, décisif et qui a gagné des points. Qui a gagné des points avec Manu Koné qui lui aussi, commence à s'imposer dans cette équipe de France, qui a profité, bah, de l'absence de Rabiot, l'absence d'autres joueurs, la blessure de Camavinga et cetera pour se faire sa place et aujourd'hui, je pense que ça va être, bah, le double pivot titulaire de l'équipe de France, pour aller au mondial. Je sais pas ce que tu en penses, mais moi, ils m'ont vraiment convaincu les 2.
Bah, moi, ouais, Manu Koné, sur ses 2 prestations, comme tu l'as dit, il fait 2 très gros matchs dans la récupération. Aurélien Tchouaméni, ouais, c'est vrai que il s'améliore, balle au pied. On l'a vu déjà en début de saison, il y a eu, quelques je crois que des mots de Xabi Alonso qui disait quand même qu'il voulait quand même en faire une de ses pièces maîtresses au milieu de terrain, dans son Real de Madrid. Et on le voit petit à petit en fait. Il a été beaucoup critiqué l'année dernière, donc. Mais moi j'ai trouvé, moi je suis fan de, enfin fan. J'aime beaucoup ce joueur, je trouve. Et on commence à voir petit à petit sa touche technique. Et même dans le leadership en équipe de France, je trouve ce joueur plutôt intelligent. Donc ouais, Tchouaméni, c'est vraiment top. Et comme on l'a dit, du coup, la... son association avec Adrien Rabiot, on n'était pas forcément. Je sais pas. Est-ce que toi, t'étais Ouais, ça plutôt a convaincu jamais, déjà de cette association à la base? non, moi, je trouvais qu'avec Rabiot, ça a jamais cliqué. Enfin, on n'a jamais vu une vraie complémentarité entre les 2. Les matchs, j'ai pas un match référence de ce duo ensemble. Alors que, bah, là, je pense que les 2 matchs, Manu Koné, Tchouaméni, c'est 2 matchs vraiment référence dans cette course pour le mondial et ça va donner des idées à Deschamps pour la suite. Ouais, c'est certain. Ouais. Et est-ce que tu penses pas quand même. Bon, alors ça t'aide, les deux t'aident beaucoup défensivement. Mais est-ce que peut-être la touche technique de Rabiot, à terme, t'en auras peut-être plus besoin, peut-être sur un match contre l'Islande par exemple, peut-être que tu auras plus besoin de la touche Rabiot que vraiment Ouais, les deux gratteurs de ballon, on va dire. pas forcément parce que moi, je trouve que Manu Koné, c'est un joueur qui bon, j'ai l'occasion de le suivre, tous les week-ends en tant que fan de la Roma et c'est un joueur qui a cette envie toujours de regarder vers l'avant. C'est-à-dire que quand il récupère un ballon, il peut faire une course de 10-15 mètres, aller chercher l'ailier, aller chercher, son attaquant pivot. C'est un joueur qui, alors certes, il a ce gros bagage physique, il récupère beaucoup de ballons, il est très précis, dans la récupération, dans ses tacles, mais il ne faut pas négliger non plus son apport, technique. Il est bon balle au pied. Alors niveau passe, c'est pas encore, on ne veut pas faire les longs ballons de Tchouaméni et cetera, mais il peut monter les mètres, avec le ballon balle au pied, il sait servir ses ailiers. C'est vraiment, il a un bon bagage technique, Manu Koné. Ok. Bon, bah, on verra. J'avoue que là, bon, on a vu que les deux ont gagné des points. À voir si Adrien Rabiot revient. Peut-être Ouais et qu'on. Camavinga aussi, qu'il faut pas exclure, je pense, de cette conversation. Même si Ou- bon, blessé pour l'instant, mais Ouais, à blessé pour voir. l'instant, mais il a jamais été vraiment titulaire ou il s'est jamais vraiment installé dans ce milieu de terrain. Donc, moi, je pense que pour l'instant, l'indéboulonnable au milieu de terrain, si on exclut le numéro 10, c'est plutôt quand même Tchouaméni. Et après, Oui, ça joue entre Koné, Rabiot, Camavinga. Bon, il n'y a peut-être pas un troisième joueur, tu vois, Kefren Turam, il n'a pas joué. Et même les autres milieux de non. terrain qui étaient là avant, ils ont pas prouvé qu'ils pouvaient être titulaires ou dans cette rotation à 3. Donc je sais. Pour l'instant, ouais, l'homme fort au milieu de terrain, c'est Tchouaméni. À voir si peut-être un jour Paul Pogba revient en équipe de France aussi. Mais voilà. Alors Mbappé, on va peut-être plutôt en parler si on parle du deuxième match, parce que comme ça on pourra faire un point Ouais, global sur lui. Même s'il met ce but sur la deuxième, le piqué, honnêtement, c'est exactement la même action. Je trouve qu'il abuse. En tant que capitaine, il doit la mettre. Je, je- heureusement qu'il y a 2-0 quoi. Ouais, Si c'est heureusement qu'il y a 1-0, 2-0. En plus, à la fin, à la 95e, un truc comme ça, il y a une dernière action où on peut prendre un but. Et bon, si t'as 1-0, c'est chiant, quoi. Mais ouais, pour le coup, bon, on reviendra plus en détail sur Mbappé. Donc, Akliouche, il n'a pas énormément joué. Il a joué 1 minute ou deux sur la fin du match. Et Gusto, pareil, qui rentre 1 minute, malheureusement. Donc, bilan du match, on a quand même un clean sheet, 2 buts, une première mi-temps maîtrisée, mais deux blessés qui quittent le groupe. Donc Dembélé Doué. Donc on l'a dit, satisfaction Koné Tchouaméni. Olysée quand même, qui a marché sur l'eau, on n'en a ouais. pas énormément parlé, mais il a quand même marché sur l'eau, 88% de passes réussies. Il commence petit à petit à prendre ce rôle de numéro 10. On sait que la retraite internationale d'Antoine Griezmann a fait beaucoup de mal dans l'orientation du jeu à cette équipe de France et petit à petit,
il prend ce rôle. On rappelle aussi qu'il fait partie des 4 Français, si je dis pas de bêtises, à faire partie de la liste pour le Ballon d'Or. Donc voilà. Sur juste peut-être Bradley Barcola, il est un peu dans cette même situation qu'à Paris. Où tu le situes dans cette hiérarchie des attaquants vraiment de l'équipe de France? Est-ce que vraiment c'est un titulaire ou quand les autres blessés vont revenir, peut-être bah, qu'il a un peu ce rôle comme à Paris en fait? Qu'est-ce que t'en penses? Bah, j'ai l'impression qu'à gauche, quand même, il commence à gagner sa place. Que imaginons qu'on a tous nos joueurs sont présents. C'est quoi? C'est Dembélé à droite, Mbappé en pointe, Olise en 10 et à gauche, il est en concurrence avec qui, du coup, Barcola? Désiré Doué. Enfin, Désiré Doué, mais bon, qui a plus l'habitude de jouer à droite ou au milieu de terrain. C'est un joueur comme, Kingsley Coman, mais qui semble quand même un peu hors course désormais. Moi, je pense que Barcola, ses prestations sont pas comme avec le PSG, je trouve toujours, il manque un petit truc, il manque un petit grain, mais bah, c'est quand même une passe D, un but sur les deux matchs. Des prestations plus que correctes, quoi. On est sur du 6-7/10. Pour moi, il a gagné sa place, titulaire à gauche. C'est pas encore convaincant à 100, mais je pense qu'avec une place de titulaire, assurée, il va pouvoir monter de régime, enfin je l'espère en tout cas, pour, arriver à son meilleur niveau à la coupe du monde et je pense qu'il a le niveau en tout cas pour, faire partie de cette équipe, pour, être décisif et nous aider à aller le plus loin possible. Donc là, ce que tu dis, c'est qu'actuellement, prochain rassemblement, Bradley Barcola, il serait titulaire en équipe de France. Moi, je le vois comme ça, je vois mal qui pourrait venir, prendre sa place côté gauche. Peut-être j'oublie quelqu'un? Au cas où, n'hésite pas à me Non, sortir j'essaie de un autre. réfléchir. Il y a Mais Thuram. pour moi, ouais, pour moi, il est devant Thuram, par Oui, exemple, dans la clairement. hiérarchie, à gauche. Et il a fait des prestations qui, confirment son statut. Il n'a pas été, ridicule, il n'a pas perdu des points dans l'esprit d'échange, je pense, pendant ces 2 matchs. Mm. Après, on est plutôt d'accord, c'est quand même mieux ce 4-2-3-1 avec un 10 que vraiment quand il met 3 milieux de terrain. On préfère ça de la part de Didier Ouais, moi, Deschamps. je pense que c'est un des enseignements de ce rassemblement, c'est, Deschamps qui confirme son système avec, 4 vrais joueurs offensifs. Là, on a vraiment 4 menaces, du top 5 mondial, au niveau des clubs. C'est, heu, Ouais, ok. c'est vraiment, bah, un casting 5 étoiles qu'on a devant et il assume bah, ce déséquilibre que ça peut créer et c'est pour ça qu'on la paire, Tchouaméni-Koné, elle va être super importante pour vraiment, combler les failles, enfin, ça peut procurer de jouer avec 4 offensifs. Mais content quand même de voir que Deschamps, assume, pour sa dernière année, alors que bon, c'est un entraîneur, on le sait, réputé, pour, aimer avoir une défense solide, mais là, voilà, assumer. 4 offensifs, on va jouer comme ça et on va essayer de marquer plus de buts que l'adversaire. Ok. Donc si on continue, donc on a Ousmane Dembélé et Désiré Doué qui ont quitté le rassemblement. C'est Kingsley Coman qui a été appelé, qui est rentré en plus lors de ce match contre l'Islande. Donc si on va sur ce deuxième match, donc l'Islande de Parc des Princes, l'équipe de France est de nouveau présentée, donc le 4-2-3-1. Cette fois-ci avec Théo Hernandez quand même en latéral gauche, on va en parler Mmh. à la place de Jean. De nouveau Tchouaméni Koné au milieu et cette fois-ci Marcus Thuram à gauche et Bradley Barcola à droite. Donc pour l'Islande, pareil, on avait très peu de joueurs qui étaient vraiment connus. Il y avait que Haraldsson de Lille. On voit une équipe qui a poussé très haut en début de match et après qui s'est regroupée en défense pendant les trois quarts du match parce que l'équipe de France avait Ouais, dès qu'ils ont marqué, en fait, ils sont regroupés, hein. Ils se bloquent bas après leur but, ils ont essayé de maintenir le score, mais exactement. Mais même quand l'équipe de France est revenue à 1-1, on les a quand même un peu moins vus pressés que vraiment sur ce début de match ouais, complètement. où ben, on va en parler direct, mais cette passe d'Olysée dans la surface qu'on n'a Elle est pas très bizarre, hein. ouais, on Ouais. n'a pas très bien compris. Ils ont essayé de ressortir propre. Mais quand t'es pressé comme ça, je n'ai pas trop compris. En plus, c'est une passe vers Konaté. Enfin, le joueur, normalement, je Mais sais le pas, joueur est vraiment devant Konaté, Ouais, quoi, l'Islandais et la passe, elle est vraiment on dirait il a pas regardé, à qui il faisait la passe, quoi. c'est ça. C'était assez étonnant. Il peut même la mettre en retrait. Bon, après, j'avoue, dans Oui, l'action, il je peut sais la pas mettre, exactement, mais Maignan, mais
Mais ouais, pour le coup, là, alors on a loué les qualités de Michael Olise. Là, pour le coup, il a raté, donc il cause un but et je trouve que il rate plutôt son match dans l'ensemble, même offensivement. Alors, il a quand même deux fois, deux, trois décalages ou des passes bien senties, mais pour le coup, il a plutôt raté son match. T'es d'accord avec moi sur ça ou pas vraiment? Ouais, 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 pas un très bon match d'Olysée. Bah, déjà cette bévue qui coûte cher quand même, mais on n'est pas loin de rentrer à la mi-temps 1-0 pour l'Islande, sans ce penalty. Et offensivement, beaucoup moins impactant que face à l'Ukraine. Mais au-delà de ça, il y a quand même quelques éclairs. Cette passe pour, Marcus Thuram en première mi-temps, quand il perd son face à face, Thuram. La frappe en deuxième mi-temps sur la barre. Même dans un mauvais match, on voit, les petits éclairs, de génie, voilà, ces passes, appui enfin, c'est un joueur de différence et même dans un mauvais match, je trouve qu'il a prouvé que, ça va être un élément important pour la suite. Ouais, clairement, honnêtement, je pense qu'il est en train de s'asseoir sur cette place de titulaire, en tout cas. Là aussi, j'en ai parlé précédemment, mais toi, ça serait plus. Après, on sait qu'il y a l'animation offensive. On sait que Deschamps, sur l'animation offensive, des fois, il a quand même du mal à organiser un peu, enfin, à les mettre dans les meilleures dispositions. C'est plutôt de les. Il y a peut-être un peu trop de place à l'improvisation. Mais sur Michael Olise, toi, tu le préfères. Moi, je disais que je préférais peut-être Michael Olise sur un côté droit. Et je trouve qu'un joueur comme peut-être Désiré Doué en numéro 10, ça peut être plus intéressant. Toi, tu le préfères dans cette position de 10 à droite? Moi, je trouve qu'en club et sûrement en équipe de France, c'est un meilleur joueur globalement quand il joue à droite et qu'il peut repiquer dans l'axe, venir faire la différence, son pied gauche, enfin, je le préfère à droite, mais après, je pense que si Deschamps lui fait confiance, il a les capacités pour jouer 10. Il a le bagage technique, il a la vision du jeu, il a tout ce qu'il faut. Attention à pas trop disparaître des matchs parfois. Je pense, au début de deuxième mi-temps en Ukraine où pendant un quart d'heure, 20 minutes, on ne le voit plus sur le terrain. Hem, mais ouais, ouais, je pense que je le préfère à droite, mais si Deschamps pense que c'est le joueur qu'il lui faut en 10, il a ce qu'il faut. Il a ce qu'il faut. Du coup, j'ai envie de lui donner les clés. J'ai envie qu'il lui donne les clés et qu'il nous montre, tout son talent. Ouais, on sait qu'il a des fois cette attitude, on ne sait pas si c'est voulu ou pas, mais un peu nonchalant. Donc souvent, Parfois, c'est quand même aussi le pire, comment dire, la pire personne à envoyer en interview post-match ou avant-match. ouais. Il est terrible quand même sur ça. Mais sinon, ouais, c'est un sacré joueur. Mais ouais, en tout cas, sur ce match de l'Islande, il a plutôt raté. Autant sur l'Ukraine, il a été incroyable. Enfin, incroyable, oui, oui, incroyable. Mais sur ce match de l'Islande, il a plutôt fait un mauvais match. Même si, en plus, s'il met sa frappe sur la barre, je pense qu'il sauve Exactement, son oui. match, hein. Moi, je pense toujours que un attaquant ou un joueur offensif, quand il rate ses matchs où il fait pas beaucoup d'actions, mais par contre, il est décisif sur une ou deux actions, bah, le match est plutôt réussi. Donc si on continue un peu sur ce match, on a donc 31e ce centre de Chouameni pour une tête de Marcus Thuram avec un arrêt du gardien islandais et une reprise de Manu Koné et un deuxième arrêt. Fin de première mi-temps, on a aussi un Marcus Thuram dans la surface, donc qui se fait écraser le talon par le défenseur Anderson, j'ai noté. Donc penalty logique pour les Bleus, but de Kylian Mbappé. Donc, sur le match de Marcus Thuram, on va voir aussi qu'en deuxième mi-temps, il a deux trois actions. Qu'est-ce que tu penses, toi, de Marcus Thuram, déjà sur ce match et dans l'ensemble en équipe de France? C'est assez dur à décrypter, la prestation de Thuram et son rôle, tout simplement, dans cette équipe de Deschamps. Déjà, il joue à gauche, c'est pas du tout son poste à l'Inter où il a l'habitude de jouer en pointe. Et pourtant, il est pas rassurant. Balle au pied, il est pas rassurant, il finit pas ses actions et cetera. Il rate quoi? Deux, trois face à face ou deux, trois belles occasions en tout cas qu'il a dans ce match face à l'Islande et pourtant je trouve qu'en première mi-temps,
et même un peu en deuxième, c'est lui qui apporte le plus de danger dans cette équipe de France. C'est lui qui arrive à passer 2 3 fois sur son côté gauche, à rentrer dans la surface. Il y a ses occasions, c'est-à-dire qu'il est bien placé aussi. Il y a cet appel, sur la passe d'Olysée, ce centre de Tchouaméni où il est dans la bonne zone. Du coup, dur à dire parce que c'est pas son poste et il fait quand même une prestation, acceptable, totalement tolérable, pour un rôle qui n'est pas le sien. Mais moi, j'aimerais bien le voir sur un match, peut-être un match plus facile, plus abordable, un système à 2 pointes à côté d'Mbappé. Je pense que ça pourrait être intéressant et peut-être, jouer en 4-4-2 ou 4-2-4 même avec, OK. garder ses ailiers, Barcola, ou même fait décaler Olysée à droite, un système comme ça. Pour voir ce que ça donnerait, un Marcus Thuram dans l'axe associé à Mbappé. Moi, je pense que ça peut être, un facteur de réussite, hem, à tester potentiellement. Mais ouais, à gauche, c'est solide, mais c'est pas la solution à nos problèmes, je pense. Ouais, je suis plutôt d'accord avec toi. Je trouve que, déjà, il est pas aidé, quand même, sur son côté gauche, Théo Hernandez qui est passé à côté de son Ouais, match, complètement. honnêtement, offensivement. Même défensivement, il a pas été là. Mais bon, en fait, il est bien placé, comme tu l'as dit, sur la tête, même sur la première action, sur une espèce de louche, et il passe, enfin, c'est au-dessus de la défense et il est à 2 doigts de la reprendre. Je trouve qu'il fait plutôt un bon match, donc cette frappe à la deuxième où il doit pourquoi il la tire du pied gauche, je sais pas, mais c'est lui qui est sur le penalty. Je trouve qu'il fait un match correct, mais il doit quand même en faire plus. Il doit, les actions qu'il a, il doit les mettre. Peut-être sur la tête, il doit la mettre aussi. Donc je trouve qu'il perd pas mal de points quand même. On sait qu'il a jamais été très décisif, donc je les ai notés. Ses stats, je crois que c'est 2 buts en 31 sélections. Donc Ah oui. c'est pas énorme. Après, on sait qu'il défend beaucoup, mais Oui, il fait les efforts, ça on peut pas lui reprocher, hein. ouais. Mais comme tu l'as dit, je suis d'accord. En fait, c'est plus un attaquant qui joue avec 2 pointes, comme on le voit à l'Inter, et que là, en fait, déjà le système de Deschamps enfin, ce système lui convient pas. Donc voilà. Est-ce que euh, Didier Deschamps, déjà, je pense qu'il aurait dû faire rentrer des joueurs plus tôt pour essayer de changer ça. Et en fait, à chaque fois, il le rappelle, à chaque fois, il est pas très bon. On sait, bon, comme je l'ai dit, il défend. Mais est-ce qu'à chaque fois, c'est un bon choix de rappeler Thuram? Je suis pas convaincu non plus quand même. Donc voilà. En tout cas, on sait qu'il sera. Lui, pour le coup, il n'est pas dans cette discussion de est-ce qu'on aura un attaquant titulaire, sachant qu'en plus, donc maintenant on considère que Kylian Mbappé n'est plus un ailier gauche et c'est un buteur numéro 9. Donc je pense que Thuram, ça va être compliqué quand même. Ouais, Euh, c'est d'accord. donc on a donc Marcus Thuram. J'essaie de retrouver ce que j'avais un peu noté. Donc il y a quand même le penalty, but de Kylian Mbappé. Et hormis le but, l'Islande, par cette défense resserrée, ce but un peu cadeau, eux aussi, ils n'ont pas montré énormément de choses. Ils ont quand même bien bloqué le milieu de terrain et surtout la défense. La défense, ils étaient très très compacts. Si on continue sur cette deuxième mi-temps, 61e gelon de Chouameni vers Mbappé qui peut tirer et qui la décale vers Bradley Barcola, donc 2 buts à 1. Donc comme on l'a dit, Barcola, ça lui fait du bien de marquer en équipe de France, ça lui fait gagner des points. Chouameni, donc pareil, encore ce gelon qui s'améliore techniquement. La connexion Real Madrid quand même avec Mbappé, on l'a vu Ouais, sur le match contre l'Ukraine. Donc peut-être là aussi, on commence à voir des choses. Avant, on avait cette connexion Pogba-Griezmann, Pogba-Giroud qui était intéressante. Donc là, peut-être que ça, sur du jeu long en plus souvent, ou sur des petits centres bien sentis. Donc là, peut-être qu'il y a quand même quelque chose qui se crée. Donc on va quand même parler de Kylian Mbappé, donc notre capitaine de l'équipe de France. Il marque son penalty, il fait sa passe décisive, donc il est efficace. Dans le jeu, on l'a pas énormément retrouvé. Il y a quand même c'est toujours une ou deux actions où en fait c'est le Mbappé quand il est dans cette situation où il a deux trois pas pour accélérer ou même sur des courses longues, en fait il est inarrêtable. Et il y a ouais, et sinon, lui,
des fois, il se prend pour un autre joueur quand même, je trouve. Un autre style de joueur où il joue arrêté, il dribble, passement de jambes, il perd le ballon, et c'est souvent là où il est critiqué. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, en tout cas sur les deux matchs de cette prestation d'Mbappé? Est-ce que tu l'as trouvé déjà plus leader? Parce que là, sur le but de Barcola, il peut totalement tirer et marquer ou la rater. Et est-ce que tu trouves qu'il a été trop invisible, ou plutôt, comment dire, il a laissé plus les autres jouer, même sur d'autres actions, je suis en train d'y penser là, mais des fois il aurait tiré, essayé de l'enrouler pour mettre un but incroyable. Là, il a été plutôt altruiste sur certaines actions. Je sais que la question est un peu longue, mais tu vois où je Non, veux non, en non, venir. mais Qu'est-ce que t'en as pensé de Mbappé? moi, Mbappé, franchement, j'ai trouvé, un rassemblement de patrons. Vraiment, je l'ai trouvé très, très convaincant. Hem, on sent que c'est son équipe désormais. C'est vraiment lui, lui le boss. Hem je trouve qu'il a emmené l'équipe avec lui. Alors oui, dans le jeu, comme tu dis, parfois, il y a ces petits moments où on lui dire, «Tu n'es pas ce type», mais sinon, je l'ai trouvé vraiment, vraiment bon. On a l'habitude de ces trop fréquents décrochages alors qu'on l'aime dans la profondeur. Là, j'ai trouvé que il en a fait deux trois mais plutôt bien sentis. Il est revenu récupérer le ballon pour relancer le jeu assez rapidement et au final, il met contre l'Islande, c'est le joueur le plus décisif, quoi. Il y a ce penalty bien tiré, heu, cette passe décisive où il sent le jeu, il fait la passe qu'il faut, Barcola, but, grand ouvert. Moi, je trouve que c'était un très bon rassemblement. Bon après, on attend toujours plus d'un joueur comme Mbappé, mais pour un premier rassemblement en septembre, je trouve qu'il a fait ce qu'il faut. S'il peut continuer sur cette lancée avec cet état d'esprit, ça inaugure que du bon. Oui, je suis plutôt d'accord avec ça. Bah, moi aussi, pour répondre à ma propre question, Mmh mh. moi j'ai trouvé comme, je suis d'accord avec toi, mais ouais, pas invisible, mais plutôt dans le leader, moins personnel, même plus détendu. On a vu déjà dans son début de saison avec le Real de Madrid, il est prêt physiquement, il a l'air mentalement, il a l'air un peu mieux, donc ça annonce je pense, pas mal de bonnes choses pour lui dans cette équipe de France. Donc si on continue sur ce match, donc on a sorti de Koundé, Barcola pour Kingsley Coman quand même. Kingsley Coman donc, qui n'a pas été appelé lors de ce rassemblement, qui a appelé en remplacement entre deux matchs, et au final quand il rentre il a plutôt fait un bon match. Je sais pas si tu es d'accord déjà avec ça. Il est plutôt percutant. Ouais, une bonne entrée. J'étais étonné de le voir, sur le terrain. Je pensais que Deschamps allait appeler, bah, les joueurs qu'il avait sélectionnés dans un premier temps. Mais force de constater que Coman lui a donné raison. Il fait une bonne entrée, percutant sur son côté, il fait des différences. Dans le dernier geste, il y a deux trois actions, il peut faire la dernière passe où il est un peu juste, il peut finir, mais dans l'ensemble, une bonne entrée, oui. Ouais, il y a toujours tendance des fois, quand il est dans ses dribbles, tout ça, à avoir un peu des œillères. C'est vrai qu'il y a ça. Il y a Malo Gusto aussi qui est rentré. Bon, pour le coup, le côté droit de cette défense, que ça soit Koundé ou Malo Gusto, ils en ont pas montré énormément, mais ça a été plutôt solide, je vais dire, en défense. Donc à voir si Coman, quand même, avec cette entrée, il peut redistribuer les cartes. On a vu que Cherki s'est blessé, et Kitike qui a appelé, mais qui a pas vraiment joué, en fait, qui est pas utilisé dans un rôle où il pourrait être plus intéressant. Donc à voir plutôt pour Kingsley Coman. On va quand même continuer sur le match et cette expulsion de Tchouaméni. Donc on a loué Tchouaméni sur ce rassemblement. Sur le but de Barcola, c'est encore lui qui fait quand même la passe clé, donc le jeu long. Alors c'était plutôt vers Barcola, mais c'est Mbappé qui la récupère, mais il fait plutôt une bonne passe. Mais on retrouve quand même ces sautes de concentration. Donc il prend ce carton rouge totalement bête. C'est un peu ce qu'on avait vu, le mauvais côté qu'on avait vu l'année dernière de lui. Donc dommage quand même qu'il ternisse un peu ses deux bonnes prestations pour le coup dans cette équipe. Donc ce qui a amené la rentrée de Rabiot à la place de Thuram. Pareil, Rabiot, il rentre, il apporte pas énormément, il fait un bon retour, je crois, sur la dernière minute du match. Donc pour clore ce débat quand même sur les milieux de terrain, enfin, en tout cas pour aujourd'hui. Donc déjà,
toi, on a vu que tu serais plutôt Koné Tchouaméni sur le milieu de terrain. Pour le prochain rassemblement, on devrait voir du coup Rabiot Koné. Est-ce que tu penses que là aussi, Rabiot doit prouver quelque chose à l'équipe de France, ou en tout cas, on peut rebattre les cartes, pardon. Excuse-moi. Bah, en tout cas, il va devoir s'il veut regagner sa place. Parce que bon, bah, là, avec l'affaire OM, la bagarre, et cetera, son transfert à Milan, faut voir la place qu'il aura aussi à Milan, parce que c'est pas dit. On a Loftus-Cheek à son poste qui fait un super début de saison, qui a l'air d'avoir, une, une grande réputation auprès de Massimiliano Allegri. Du coup, à voir, pour lui, ça va être un enjeu, donc je pense qu'il sera à la coupe du monde, forcément, mais c'est pas du tout dit qu'il commence comme titulaire. Pour moi, c'est la saison de tous les dangers pour Rabiot et je pense que sa place déjà avec ce rassemblement, elle vacille un peu et je suis pas sûr que la saison en club et avec les Bleus, ça va plaider sa cause. Après à voir avec le prochain rassemblement, comme tu dis, la suspension de Tchouaméni, il faut qu'il se montre. Je pense que c'est impératif pour lui de faire un gros match. Et son association avec Koné, tu penses que ça peut être peut-être plus intéressant qu'avec Tchouaméni ou Pour moi, c'est 2 profils assez similaires, Rabiot, Koné. C'est, des joueurs qui ont un bon bagage physique, mais qui, aiment se projeter vers l'avant et j'ai peur qu'on manque de cette plaque de contrôle qu'est Tchouaméni aujourd'hui en équipe de France. J'ai du mal à voir ça comme une bonne association. Après, peut-être qu'ils me donneront tort, mais pour moi, dans l'esprit, c'est pas un bon duo. Ok. Et donc, pour finir sur ce match, quand même, 88e minute, ce but annulé par l'Aver. Donc, il y a faute sur Konaté. Au début, on a un peu de mal à voir pourquoi ils annulent Bon, le pour moi, il y but. a pas faute, mais je Tu sais pas penses ce que qu'il tu n'y a en pas faute? penses. Ça me paraît vraiment léger le tirage de maillot. M moi, au ralenti, je pensais il allait accorder, mais bon, on prend, hein. Ouais, et en plus, pour le coup, Konaté, il vient pas trop se plaindre d'une faute. Ouais, 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 complètement. Mais alors, c'est quand même un avertissement pour cette équipe de France parce que c'est hyper mal défendu sur le but. Ouais, Théo Hernandez qui est aux fraises, les milieux, Rabiot aussi qui fait un retour un peu à moitié. Kingsley Coman, même si on a loué offensivement, défensivement, on sait qu'il a du mal à défendre. Donc, pour conclure sur ce match, qu'est-ce qu'il faut retenir? Il y a beaucoup de... ça a été quand même un match compliqué. Qu'est-ce que t'en retiens, toi, du match au global des Bleus? Sachant qu'ils étaient à pas 10 un hein, bon sur cette fin de match. match. Ouais, ouais, pas un bon match, au global. Bon, ça prend les 3 points en étant mené, en plus. Du coup, on va retenir ça. Mais, que ce soit offensivement, on n'a pas eu énormément d'occasions, à part, Thuram en première, qu'on a eu quelques-unes. Défensivement, face à une équipe d'Islande quand même, limitée, il y a très peu de joueurs qu'on connaît, c'est pas des gros noms. Je trouve qu'on a été, fébrile pour pas grand-chose, notamment à 10 où c'était un peu plus compliqué. Du coup, pas un bon match, mais après il faut pas oublier que c'est le premier rassemblement, on est en septembre, il y a des circonstances atténuantes et faire 6 sur 6, on est affronté sûrement les 2 meilleurs adversaires du groupe, ça reste, un contrat réussi pour l'équipe de France. Oui, et comme si on regarde un peu le déplacement, c'était bon de prendre les 6 sur 6 maintenant. Sur la Ouais, fin, je crois sur le prochain rassemblement, on va en parler un peu plus tard, mais il y a quand même un déplacement en Islande. Et sur la dernière journée, si tu es en difficulté, il y avait un déplacement ouais. en Azerbaïdjan, donc va te le faire celui-là. Donc valait mieux prendre les 6 premiers points tout de suite. Je pense que sur les deux matchs, on a été plutôt complet. Tiziano, est-ce que tu voulais peut-être rajouter quelque chose où je t'ai pas Non, je pense relancé qu'on dessus, ou a je pense qu'on a été pas mal, non? on a bien discuté, on a bien détaillé les matchs, ça me paraît bien. Eh ben nickel. Donc on va passer quand même sur cette dernière petite séquence. Donc un petit vu que on essaie de voir à quoi va ressembler cette équipe de France pour cette Coupe du Monde 2026. On va faire un espèce de top flop. Chacun de nous, on a choisi un joueur en top et un joueur en flop pour voir qui a gagné des points et qui en a perdu. Voilà, je cherchais mes mots. Tiziano, je te laisse commencer quand même sur le joueur
qui pour toi a gagné des points aux yeux de Didier Deschamps et pour cette prochaine Coupe du Monde? Bah, on en a déjà bien parlé. Je vais parler de Manu Koné forcément. 2 matchs, taille patron pour le milieu de l'AS Roma. Il s'est vraiment montré. Il a pas joué avec, la peur au ventre comme on a pu le voir avec certains joueurs, qui ont rejoint l'équipe de France dernièrement. C'est quoi? C'est son troisième rassemblement? Quelque chose comme ça, Manu Koné? Ouais, je crois peut-être. C'est Ouais, pas très plus. longtemps qu'il est là, hein. Et j'ai trouvé vraiment qu'il était dans le ton des matchs, dans le ton de ce que veut Deschamps dans ce double pivot avec Tchouaméni, actif à la récupération, disponible pour les montées de balles pour, les joueurs offensifs. Il a plusieurs occasions de marquer contre l'Islande, il en a 2, hein, sur la tête de Thuram et une en fin de match où il rate le cadre de peu. Du coup, ça montre, également, un apport offensif, pas négligeable. Et bah, ça me fait également plaisir pour ce joueur qui est, le meilleur joueur de la Roma depuis 2 saisons maintenant. Vraiment, vraiment un top joueur, un top, top joueur, mondial. Et bah, je pense que l'année prochaine, on peut le retrouver, dans les meilleurs clubs mondiaux. Ça m'étonnerait pas un transfert, en Angleterre, à City, Arsenal. Pour moi, ça va être un des milieux du futur et ça va être un des milieux du futur de l'équipe de France aussi. Ouais, honnêtement, hein, quand on s'est concerté juste avant, moi j'avais aussi Manu Koné. Si quand même on doit mettre un petit bémol, il y a ça, donc tu l'as dit, ça montait en puissance en club et en équipe de France. Si je dois mettre quand même un tout petit bémol, il récupère beaucoup de ballons, mais on a vu par exemple sur le match contre l'Islande, des fois il a tendance à jouer un peu, comment dire, à l'émotion. C'est-à-dire que directement quand on a pris le but, il y a un peu ce vent de panique en équipe de France. Et lui, alors je crois que 2 minutes après le but, il prend un espèce de carton jaune où il est trop agressif. Donc des fois, il a quand même tendance à jouer un peu, Ouais, c'est pas encore un joueur, totalement fini. Il est encore voilà. jeune, il a une marge de progression, mais pour ce qu'il montre, avec, si peu d'expérience en bleu, moi je trouve ça bluffant. Du coup, je pense qu'on n'est pas les seuls, hein, à l'avoir apprécié, sur ces 2 matchs. C'est une belle enfin, une surprise pour certains, mais une progression, logique quand on voit tout son parcours et où il en est aujourd'hui. Ouais. Et pour le coup, ouais, c'était juste s'il y avait un petit axe d'amélioration quand même. Sur ces deux grosses perfs. Et il y a aussi ce truc comme tu l'as dit, il est arrivé récemment. Il y a pas mal de milieux de terrain quand même qui ont été appelés en équipe de France et qui se sont pas installés. Kefren Turam a été appelé avant lui. Et pourtant, il n'a jamais été élu direct. Petit à petit, il a pris du galon dans ce milieu de terrain et il va peut-être s'installer en tant que titulaire de l'équipe de France. Donc, ouais, plutôt un bon rassemblement pour lui. Moi, dans mon top, j'ai quand même choisi Michael Olise malgré son Ouais. raté contre l'Islande. Je pense que petit à petit, il est en train de se créer un statut de titulaire indiscutable dans cette équipe de France, que ça soit à droite, en 10. Je ne vois pas énormément de concurrence dans son profil, en tout cas. Je pense pas que ça soit Désiré Doué qui va le mettre sur le banc. Je pense il a quand même un statut au-dessus, déjà. On a Barcola, enfin Barcola qui a plutôt fait un bon match, mais comme on l'a dit précédemment, il va peut-être s'installer, mais on ne sait pas vraiment. Dembélé, il y a toujours sa forme physique, mais il récupérait quand même ce côté droit. Donc je trouve que pour le coup, il commence à s'installer en plus sur son début de saison. Il est quand même assez impressionnant. Ouais. Il quand même commence à faire partie des meilleurs joueurs de l'équipe de France et clairement du monde, hein. En plus, Ryan Cherki qui était pas là, donc du coup, il a pas, il a, C'est ce que j'allais te poser comme question par rapport à Cherki. Tu penses qu'il a une belle longueur d'avance déjà, dans ce rôle de numéro 10 au Lycée? je pense que totalement. Ryan Cherki va devoir en montrer beaucoup sur les prochains rassemblements. Je pense que dans le collectif, Michael Olise, je préfère. Après, voilà, Ryan Cherki, il joue à Manchester City. S'il fait des bonnes prestats,
euh, il sera Je sûrement me appelé. souviens, de l'entrée de Cherki face à l'Espagne, dernier rassemblement, c'était quelque chose quand même. Ouais, mais Il avait marqué les esprits. derrière son match contre l'Allemagne, enfin, il marque contre l'Espagne, il fait une super entrée, tout ça, mais déjà, c'est son premier match avec l'équipe de France. Et le deuxième match contre l'Allemagne, il a été plutôt, Ouais, plutôt neutre, ouais. voilà, plutôt neutre, j'allais dire transparent, mais ce serait pas le mot, plutôt neutre. Donc je pense qu'il a quand même une sacrée marge de progression, surtout avec le match. Parce que là, en plus, il fait cette erreur, mais en tout cas sur les réseaux sociaux, j'ai pas vu énormément de critiques où Oui, On oui, il dit a qu'il a raté gagné. son match et qu'il allait nous faire perdre le match, comparé à un Thuram ou un Kylian Mbappé. Donc voilà, sur Michael Olise. Et si tu devais choisir un flop, tu prendrais qui, Tiziano? Bon, flop, moi, je voulais parler de Théo Hernandez, qui a, bah, déjà, je pense que cet été, il a perdu des points avec son transfert en Arabie Saoudite. Forcément, c'est plus dur de, de jouer en équipe nationale quand tu joues plus au top niveau européen, dans des grands championnats. On sait qu'en plus, Didier Deschamps aime beaucoup la Serie A. Euh, et sa performance face à l'Islande, on ne peut pas dire qu'il ait rassuré grand monde. Défensivement très fébrile, il se fait bouffer 2-3 fois sur son côté. Il est pas loin de provoquer un penalty en deuxième. Il y C'est a vrai. cette faute vraiment à la limite de la surface. Il se fait bouffer sur le deuxième but islandais refusé. Non, vraiment pas convaincant. Là où Lucas Digne, son concurrent, a été plutôt bon. Vraiment un match sans, pas exceptionnel hein, face à l'Ukraine, mais plutôt bon. M'a convaincu Lucas Digne. Après la question, c'est est-ce qu'il y a une vraie concurrence au poste de latéral gauche? On peut penser à Adrien Truffet, qui fait un bon début de saison à Bournemouth. Mais après, est-ce que Didier Deschamps connaît Bournemouth? Ça reste à voir. Mais ouais, peut-être il va peut-être faire partie du groupe par défaut. Mais en tout cas, il n'a pas fait une performance qui va lui assurer un poste de titulaire. Et attention à qu'il n'y ait pas un joueur là qui éclot dans les prochains mois qui vienne lui piquer sa place à Théo. Ouais, je suis plutôt d'accord. Après, en tout cas, déjà sur les esports, je vois pas qui pourrait lui prendre sa place. Il y a un joueur qui peut le concurrencer. Mais ouais, sur son match déjà contre l'Islande, pas bon, tu l'as dit défensivement, mais offensivement, on l'a dit, il Ouais, a ouais, laissé un peu offensivement, il a Thuram tout rien vu, seul hein. et il n'a pas apporté beaucoup. Après, il avait pas fait de prépa. On l'a vu dans d'autres sélections, il y a des joueurs qui partent en Arabie Saoudite et qui gardent quand même leur place. En équipe de France, le seul qui a fait ça pour l'instant, c'est N'Golo Kanté, mais on connaît le joueur. Donc je suis pas sûr que Théo Hernandez ait le statut de N'Golo Kanté quand même. Ouais. Pareil pour Coman, hein. Coman qui est parti à Al Nassr, on va voir s'il maintient quand même des performances pour être Bah, il appelé. était pas dans le groupe initial hein, Voilà, après son transfert. c'est ça. Donc voilà. Euh, Toi, mais ton ouais, flop, c'était qui? ouais. Et juste pour finir sur Théo Hernandez et Lucas Digne, je suis plutôt d'accord. Je suis pas vraiment rassuré sur ce poste de latéral gauche. Lucas Digne, tu l'as dit, il a fait un bon match. Mais est-ce que c'est lui qui sera titulaire? À voir. Il y a aussi Ferland Mendy qui joue, enfin, qui est encore blessé au Real. Peut-être qu'un jour il sera rappelé lui aussi. Ouais, Mais j'ai du mal à y croire. ouais, voilà. Après, sinon, il y a toujours son frère quand même. Mais son frère, il a l'air, depuis sa blessure au genou, il a l'air quand même avoir du mal à retrouver un réel niveau pour être titulaire dans cette équipe de France. Voilà, pour mon flop. Alors, c'est pas vraiment un flop à proprement parler, Mhm. mais je pense qu'il a perdu énormément de points dans la hiérarchie des milieux. C'est Adrien Rabiot. C'est que, en fait, il est rentré, il a fait son match, mais c'était pas. Sur les deux matchs, il rentre, mais il fait pas des énormes matchs. Et je pense que, en fait, là, il vient de prendre pour parler, il vient de prendre une vitesse quand même par Manu Koné. Aurélien Tchouameni, c'était déjà un peu dans les clous qui serait le milieu de terrain, comme on l'a dit, mais je pense qu'il a pris une sacrée vitesse par Manu Koné. Et en plus, moi, pour l'instant, je suis plutôt convaincu de cette association Tchouaméni-Rabiot. Je trouvais que c'était plutôt un bon milieu de terrain si on Ouais. garde les quatre offensifs. Mais là, j'avoue que Manu Koné, il a fait une forte impression. Donc je pense que c'est peut-être lui qui a perdu le plus de points dans ce rassemblement. En tout cas, dans sa hiérarchie des milieux de terrain.
Mais, comme on l'a dit, j'avoue que je ne m'attendais pas enfin, Tchouaméni, il a été expulsé, donc on verra sur le prochain rassemblement. Son association avec Koné, ça va donner quelque chose. Mais tu l'as dit toi-même, déjà, on est sûr de rien quand même. Et on ne voit pas forcément, comment dire, l'association entre les deux plus performante que ça. Donc voilà. Et après, il y a ça, et sur tous les autres milieux de terrain, Kefren Turam n'a pas joué comme on l'a dit. Ouais. Et sur tous les autres milieux de terrain, voilà quoi, il y a vraiment cette course entre les trois. Allez, peut-être quatre avec Kamavinga quand même, parce que c'est- Vinga, mais sinon, il y qui on peut a. penser, Boubacar Kamara, mais il paraît vraiment loin. Ouais, mais là, je me souviens pas Là, il qu'il est est. blessé actuellement, Voilà. mais bon, est-ce qu'il serait dans la liste même s'il n'était pas blessé? Mais lui, il est un peu dans cette situation, comme tous les milieux de terrain qui sont passés avant. T'es appelé, tu joues quelques bouts de match et après c'est bien, Ouais, c'est ça, il a pas mais réussi. Didier Deschamps t'installe pas plus que ça, quoi. Donc voilà. Je pense qu'on a été plutôt pas mal. Pour conclure cette petite émission quand même, on va rappeler donc l'équipe de France est premier du groupe D avec 6 points à plus 3 de différence. L'Islande est deuxième avec 3 points à plus 4. Et l'Ukraine et l'Azerbaïdjan ont 1 point, avec l'Ukraine qui a moins 2 de goal à virage et l'Azerbaïdjan moins 5. Prochain rassemblement pour les matchs contre l'Azerbaïdjan le 10 octobre. Donc ça sera de nouveau au Parc des Princes. Et l'Islande à l'extérieur le 13 octobre. Tiziano, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose ou on a été plutôt complet? Bah, pour moi, on a été complet, hein. Une Eh, belle émission. On a parlé un peu tout, ça me paraît bien. eh ben nickel. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, pardon, à dire ce que vous en avez pensé, ce que vous voyez pour les prochains rassemblements, peut-être votre top et flop, vous, de ce rassemblement. N'hésitez pas, ça fait avancer le débat dans les commentaires. Et merci à toi, Tiziano, Bah, merci à toi pour pour cette l'invitation. première, en tout cas. Ça fait plaisir, j'ai passé un très bon moment et je pense qu'on a été plutôt complet, on a été plutôt bon. Eh ben, moi aussi, je pense qu'on a été plutôt bon. On va quand même passer une dédicace à notre deuxième chroniqueur que la communauté Hattrick ne connaît pas encore, mais on espère le Le voir peut-être pompier. le pompier pour la prochaine émission. Voilà, ben, c'est le temps de vous dire au revoir et à la prochaine. À plus. Ciao.